mais les intervenants pour le débat proprement parlé, je vais donner la parole à plusieurs personnes qui nous ont aidés dans ce projet. Mais comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas d'ailleurs, Serge Moati a accepté l'année dernière, à l'occasion de la première édition, d'être le parrain du projet Médias et Démocratie. Il était venu au colloque de Pau, voilà, et cette année, malheureusement, pour des raisons professionnelles, il est en tournage. Il fait partie de cette génération qui continue à prendre la plume. Voilà. Alors, il est donc parrain de Médias et Démocratie. Chers filleuls, chers amis, chers futurs confrères, c'est avec émotion, depuis Paris, que je ne peux quitter et que je m'adresse à vous. Pour vous souhaiter le meilleur, le succès et la liberté. Oui, car c'est de liberté dont il s'agit, celle de la presse que vous aimez, la vôtre, que vous chérissez. Soyez les sentinelles pacifiques de la démocratie, les gardiens vigilants de la pluralité, de l'expression et des expressions, dans un monde chaque jour un peu plus bâillonné. Vous défendez un bien précieux et rare, celui de respirer librement et d'informer sans contrainte, en vérité, totalement, avec cœur et passion. Je suis à vos côtés comme un aîné, comme un frère, non pas d'armes, mais de plumes et de cœur. Succès, bonheur à vous, pour vous, je vous embrasse, Serge Moati. Alors, je donne tout de suite la parole, puisqu'on est quand même, on a l'honneur d'être accueillis par l'Institut français de Tunis, à Anne Bourdi, qui est directrice adjointe de l'IFT. Bonjour à tous. D'abord, bienvenue. Je suis très honorée de vous accueillir ici. À la fois bienvenue aux intervenants qui vont intervenir par la suite pour ce débat d'importance sur l'indépendance des médias, les journalistes français et tunisiens qui participent à cette conférence, mais aussi tous les étudiants de l'IPSI et les élèves de terminale du lycée El Khadra qui se sont déplacés aujourd'hui pour écouter ce débat. J'aimerais aussi évidemment remercier l'IPSI, l'Institut de presse et des sciences de l'information, sa directrice. La directrice arrive, c'est très bien. Inch'Allah. Inch'Allah, si tout va bien. Remercier aussi la SNJT, qui sont évidemment des partenaires essentiels de l'Institut français et de l'ambassade de France ici en Tunisie. La FRAT 64, qui est une association basque qui œuvre à rapprocher la France et la Tunisie. Et bien évidemment l'association Médias et Démocratie et Olivier Piot ici présent qui apporte son expertise et sa formation, sa capacité à mobiliser l'équipe sur ces sujets essentiels. J'aimerais aussi excuser notre ambassadeur qui devait initialement venir et n'a pas pu se déplacer, monsieur Olivier Couvre d'Arbor. Juste trois petits messages. Un petit message pour d'abord vous remercier d'être là et vous souhaiter aussi une bonne visite, j'espère, après de l'Institut, puisque, comme vous le savez, on a tout un tas de services qui sont à votre service pour les jeunes, à la fois en termes d'activités culturelles. En ce moment, c'est le mois du numérique. Vous avez dû voir à l'entrée, il y a différents matériels pour expérimenter la réalité virtuelle, mais aussi notre médiathèque avec un espace Culture Tech en ligne. Vous pouvez accéder justement à toute la presse gratuitement en version numérique, mais aussi un centre de langue et notre espace Campus France pour pouvoir faire des études en France. J'aimerais aussi marquer l'importance de la presse et sa responsabilité, comme l'a souligné le parrain de cette formation, les sentinelles pacifiques. Je pense que c'est effectivement un mot ou une expression assez récapitulative de la responsabilité de la presse aujourd'hui, surtout pour le bon fonctionnement de la démocratie. Et en Tunisie, c'est une priorité essentielle. Et enfin, souligner aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui la jeunesse, vous, ces jeunes qui étudient dans le domaine de la presse et de l'information. C'est pour ça que l'Institut a souhaité soutenir cette formation pour des jeunes journalistes, pour constituer une voix critique dans ce débat démocratique qui est quelque chose d'essentiel, et aussi un travail d'investigation
à l'heure où aujourd'hui les informations prolifèrent sur Internet. C'est d'autant plus essentiel de faire preuve de professionnalisme et de déontologie. Voilà, je vous souhaite de fructueux débats et surtout une excellente semaine à Bordeaux la semaine prochaine pour les heureux parlants. Bienvenue, Madame la Directrice. Elle est arrivée. Merci. C'est pas grave. Vous arrivez à point nommé, donc j'étais en train de conclure voilà. mon petit Juste mot d'accueil. pour prendre le micro, mais on va peut-être vous laisser respirer un peu. Voilà. On va peut-être passer là après. Et je souhaite surtout donc une bonne semaine de formation à ces heureux élus qui ont pu être sélectionnés pour cette formation à Bordeaux, qui est ma ville de naissance. Donc vraiment, je suis sûre que vous l'apprécierez. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à M. Driss Saya, qui va vous dire un mot au nom du ministère de l'Enseignement supérieur. Merci Olivier. Très heureux d'être ici. D'abord parce que j'ai eu l'occasion de prendre connaissance de ce projet, ayant rencontré M. Olivier Piot à plusieurs reprises. On a essayé de donner un peu d'impulsion à sa dynamique, à son projet. On n'a pas eu beaucoup de succès pour plusieurs raisons, mais en tout cas, on a essayé de l'accompagner dans cette deuxième édition, c'est ça, de ce projet qui est passionnant, du fait donc il donne la possibilité à des journalistes et des étudiants en journalisme en Tunisie de vivre une expérience au sein de médias, de supports médias étrangers, français notamment. C'est une expérience extraordinaire que le ministère encourage, qu'il appelle de toute sa force. Surtout que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique, comment dire, je ne voulais pas employer le mot révolutionnaire parce qu'on n'en est plus là, mais je pense que nous sommes dans une dynamique très positive en termes de capitalisation sur les acquis de 2011. Donc aujourd'hui, le paysage médiatique s'enrichit jour après jour. Il commence à avoir des supports de qualité, on commence à avoir des journalistes qui trouvent leur voie sur certaines cibles, sur certaines spécialités, etc. Je ne vais pas faire un discours politique, j'ai envie de transmettre quelques messages que j'ai eus de Monsieur le ministre aujourd'hui. Donc, pour dire d'abord, je suis en fait chargé de la communication des relations médias au sein du ministère. Donc, je suis en contact permanent avec les journalistes. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moyens, on va dire moyens. Voilà, on se comprend. Hein. C'est vrai que les sciences de l'information, le journalisme sont aujourd'hui des disciplines qui sont au cœur de cette dynamique. Aujourd'hui, la presse a un rôle central. Elle fait l'opinion, elle influence l'intérêt de l'opinion publique sur certains sujets, elle attire l'attention sur d'autres sujets, elle a aussi un rôle des fois de dénonciation, elle a un rôle d'investigation, elle a un rôle d'approfondissement qui est central, mais évidemment, l'IPSI, qui est notre principale institution de formation dans ce domaine, a besoin également d'être réformée, de se mettre dans cette dynamique. On enseigne aujourd'hui pratiquement de la même manière, avec les mêmes contenus, avec les mêmes approches pédagogiques que pratiquement... Vous aurez la parole. Après, oui. Parce qu'en fait, tout ce que je fais, c'est rapporter un peu les inquiétudes des journalistes que je rencontre et qui me disent l'IPSI, qui garde évidemment des valeurs sûres, ça je n'en doute pas, a besoin d'évoluer en fait, hein, d'être réformé. Et nous sommes dans la bonne période. Nous sommes vraiment en cours de réforme, dans un processus de réforme très dynamique, très rapide. Il va y avoir les assises de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique les 2 et 3 décembre prochains. Nous avons fait appel aux professionnels, aux employeurs, à l'UTICA, mais également à tous les métiers organisés, comme l'ordre des ingénieurs, des architectes, des experts comptables, des médecins, pour qu'ils nous donnent un peu leur point de vue, leur approche, leurs attentes sur les évolutions du marché du travail et des besoins du pays. Et nous attendons également de la SNJT, des experts dans le domaine de nous apporter également leurs propositions, leurs visions sur l'évolution de ce domaine à tous les niveaux. Sur le plan de l'éthique, c'est un élément très important, sur le plan des contenus, sur le plan des techniques,
sur le plan du modèle global qu'on aimerait suivre. Donc nous sommes très très ouverts à ça. Ce genre d'initiative, c'est excellent d'avoir des opérateurs, des acteurs de la société civile tunisienne ou française qui prennent ce genre d'initiative et qui permettent de vivre des expériences très enrichissantes. On l'encourage totalement et complètement. Je suis heureux d'être là. Je vous souhaite beaucoup de succès pour cette expérience, pour cette conférence, mais également pour tout le processus qui va amener beaucoup de nos jeunes journalistes ou de nos jeunes futurs journalistes, parce que je vois qu'il y a des lycéens également, à embrasser ce métier passionnant qui est celui de l'information, de la presse et de la communication d'une manière générale. Donc bon travail, bon courage et on vous suit avec un intérêt admiratif. Voilà, merci. Donc voilà, je pense que Hamida Elbour a été attentive. Directrice donc, de l'IPSI, elle a pu reprendre un peu son souffle. Donc voilà, je vous laisse prendre la parole au nom de l'IPSI. Merci, bonjour tout le monde. Toutes mes excuses pour ce retard. C'est très difficile. Tunis, c'est qu'on ne peut pas trouver une place de parking facilement. Donc, je tiens à réitérer ce que j'ai dit un peu ce matin sur l'importance de ce type d'initiative que nous, à l'IPSI, nous encourageons, nous appelons. Depuis 2011, on a développé pas mal d'actions de partenariat avec des acteurs de la vie civile, qu'elles soient européennes, américaines, tunisiennes, arabes, ont vu effectivement de renforcer les capacités de l'institution en matière de formation diplômante des journalistes et des communicateurs. Donc là, je salue un peu l'engagement de Médias et Démocratie et AFRAT 64. Après une année, une première expérience l'année dernière, on est reparti pour consolider ce partenariat, pour lui donner plus de contenu et pour l'inscrire aussi dans la durée, parce que nous avons projeté de signer une convention de partenariat, parce qu'il faut bien qu'il y ait un cadre dans lequel on peut travailler. Ce partenariat nous a permis de nous ouvrir aussi sur d'autres universités comme l'université de Bordeaux. Et il y a un projet de convention entre notre institution et l'université de Bordeaux via bien évidemment l'université de la Manouba. C'est en cours de signature, donc c'est un peu une plus-value qui est venue à la suite de ce projet, à la suite des synergies des acteurs qui étaient impliqués. Hein. Il y a beaucoup de volonté ici, il y a beaucoup de volontarisme, que ce soit, et là je salue mon collègue Mohamed Ali El Hayou qui a mené au nom de l'IPSI ces partenariats, cette activité, Olivier Pio, Mohamed Ferchichi. C'est bien de travailler avec des gens qui croient en l'indépendance des médias, pour revenir un peu à la thématique de cette conférence, et au rôle des médias en tant que pilier de la démocratie. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des pas qui ont été franchis. C'est vrai, nous avons un cadre juridique encourageant qui est appelé plus ou moins à évoluer vers des structures plus stables, notamment après la promulgation de la Constitution tunisienne qui consacre le droit des citoyens à l'information, et le droit à l'information est lié à cette indépendance du journaliste, l'indépendance dans la démarche professionnelle, l'indépendance dans la collecte de l'info et l'indépendance dans la diffusion de l'info. Bien évidemment, il y a des initiatives qui se mettent en place, mais il y a aussi des écueils. Il y a des écueils de différentes sortes. Il y a des écueils d'ordre législatif. Il devrait y avoir quand même une évolution législative. C'est la base, n'est-ce pas, pour consacrer et enraciner cette notion d'indépendance des médias dans les textes. Il y a aussi des écueils dans les mentalités. C'est pas évident par exemple, si on prend le cas des médias de service public, pour passer d'un média gouvernemental à la notion de média de service public,
On a besoin de décortiquer le concept, de l'enraciner dans les pratiques, et ça demande du temps, de l'énergie et beaucoup de volonté. Et c'est très important d'associer les étudiants à ce genre de débat, parce que c'est à eux de mettre en pratique et de se battre pour cette indépendance éditoriale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Mohamed Ferchichi, qui est donc président de la FRAD 64, qui est l'association qui a co-organisé cet événement avec le Média et Démocratie. Merci Olivier. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui avec nous. Et je voudrais remercier l'IFP de nous avoir accueillis ici. Moi, je vais vous parler simplement de l'association. Vous aurez l'occasion de parler beaucoup sur le projet Média et Démocratie que nous avons porté avec Olivier. C'est la deuxième édition et je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Donc, simplement, je voudrais vous faire connaître l'association AFRAD. Donc, AFRAD, c'est la A, c'est association, FR, c'est franco-tunisienne. Et AFRAD, muet, le H, muet, c'est vraiment AFRAH, ça veut dire qu'on fait des actions dans la joie, dans la convivialité et dans l'amitié. Voilà. Et donc, on œuvre depuis 7 ans pour le renforcement de l'amitié franco-tunisienne, vraiment. Et donc, on est beaucoup aidé ici par l'ambassade de France, par la région Nouvelle-Aquitaine là-bas. Et donc, nous travaillons sur plusieurs axes. L'axe humanitaire, c'est-à-dire qu'on a actuellement, depuis 7 ans, nous avons acheminé 2 convois humanitaires dans les hôpitaux de Tunisie, donc Gafsa, de Boussel, Mengra, Testour, Jandouba. Et nous avons amené aussi 2 ambulances, donc on a donné au Croissant Rouge tunisien pour Boussel, Mengra. Donc ça, c'est sur le plan humanitaire. Sur le plan sanitaire, donc il y a 1 mois, je suis venu avec une délégation de médecins de Pau, de l'hôpital de Pau, pour signer une convention aussi avec l'hôpital de Gafsa, en présence de M. François Bayrou, qui est venu avec nous, parce que c'est le maire de Pau et c'est le président aussi du conseil d'administration de l'hôpital de Pau. Et donc, nous avons signé la convention en présence de M. Slim Cheikh, donc qui était avec nous pour la signature de la convention. Voilà. Et nous travaillons aussi sur le culturel. Nous avons accompagné aussi Faisal Karawi. C'était l'orchestre symphonique de l'orchestre de Pau qui sont venus donc jouer en 2015. En 2015, pourquoi 2015? C'était très important parce que je me rappelle très bien, il y avait l'attentat de Sousse et qu'ils ont accepté 80 personnes qui sont venues ici jouer donc, au festival de Carthage et Djam. Et ça, c'est très important parce qu'ils nous ont soutenus aussi pendant des moments très difficiles. Et donc, le dernier axe, c'est l'axe scientifique et technique. Donc, au départ, nous avons commencé par les militaires. Ensuite, on a branché sur le scientifique et technique. Et là, on a ouvert le laboratoire et l'université de Pau aux Tunisiens. C'est-à-dire qu'il y a une convention qui a été signée entre l'INRAP, l'Institut national de recherche d'analyse physico-chimique, l'université du désert, avec donc l'université de Pau à travers donc le grand laboratoire de recherche de pointe qui est l'IPREM, c'est l'Institut pour la recherche dans l'environnement et des matériaux. Voilà. Donc pour les prochains axes, donc on est en train de travailler avec l'UTICA sur un projet aussi de partenariat entre la nouvelle région Aquitaine et la Tunisie. Prochainement, il va y avoir une rencontre entre les chefs d'entreprise, les petites et moyennes entreprises en Tunisie et donc les mêmes à Nouvelle-Aquitaine. Et nous prévoyons aussi prochainement un convoi humanitaire aussi à Gafsa avec des matériels médicaux. Et je voudrais dire aussi, il y avait la convention entre l'IJBA de Bordeaux et l'université de Bandunga aussi. Voilà toutes les actions que nous voudrions amener. Donc prochainement, j'espère que de toute façon, je voudrais vraiment remercier l'ambassade de France, l'IFT, et la nouvelle région, l'IEPSI, pour ces projets-là qu'on mène ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Alors, quelle indépendance pour les médias? On va quand même rentrer rapidement dans le vif du sujet, mais je voudrais aussi vous dire mon petit mot pour saluer la présence des élèves de 4e, 3e, 2e niveau et de leurs professeurs, donc du lycée El Khadra. Alors, je l'ai mal prononcé, c'est comme hier. On a le projet de travailler avec eux sur Médias et Démocratie et peut-être d'un jumelage avec les 2 lycées français
le lycée Montaigne et le lycée Monod de l'Escar qui travaillent, on va voir. Ils ont préparé des questions. Il y a les étudiants de l'IPSI qui sont en formation en ce moment. Il y a la promotion 2016 de Médias et Démocratie avec ces ambassadrices qui nous ont aidés à organiser ces deux manifestations. Donc je tiens à les remercier et je propose maintenant aux intervenants de monter à la tribune pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci. Je voudrais, avant de terminer, juste un petit mot. Je voudrais saluer la présence de M. Slim Al-Mem, l'ambassadeur de la Tunisie à Prague, qui était ancien consul à Toulouse, et c'est lui qui nous a aidés à monter cette association. Et je vous assure, c'est très important d'avoir un relais aussi tunisien pour nous aider à faire des actions en Tunisie. Parce que c'est facile en France, on a beaucoup de facilité, mais en Tunisie, des fois, c'est pas. Bon, on va faire tous les remerciements à la fin. Merci. Je vous invite les intervenants à nous rejoindre. Merci beaucoup. Alors, Amida, vous restez. Voilà. On va quand même rentrer donc dans le vif du sujet. Je laisse. Installez-vous. Alors, il faut peut-être prendre un fauteuil, là, derrière moi. Tiens. Alors, je vous présente l'ensemble des médias et démocratie. C'est un travail franco-tunisien. C'est pas juste des journalistes français qui viennent prêcher la bonne parole à leurs confrères tunisiens. On n'a pas de leçons à donner. On n'a pas d'expérience plus riche ou elle est simplement différente. Donc, ce module de formation, il est conçu avec donc deux formateurs tunisiens, arabophones et francophones, que je vous présente. Donc Fatma Karay, qui est à la fois enseignante à l'IPSI, chroniqueuse sur IFM Radio, dont la fondation est d'ailleurs partenaire, nous soutient dans ce projet, et qui est évidemment rédactrice en chef de Shourouk. Ensuite, il y a Manoubi Marouki, qui est ancien rédacteur en chef du journal Le Temps, qui a été dans plusieurs observatoires du SNJT, donc en quelque sorte, il représente ici aussi le syndicat national des journalistes tunisiens, et il est président de la commission préparatoire à la réflexion sur le conseil de presse, qui, vous savez, est un des outils de régulation qui est en discussion et qui est un projet ici en Tunisie. Et puis il y a deux formateurs et journalistes français, Jean Marziou, qui est l'ancien rédacteur en chef de la République des Pyrénées, qui a accueilli la promotion 2016 de Médias et Démocratie. Certains sont là, ils s'en souviennent. Donc ils ont été en immersion au sein de la rédaction que dirigeait à l'époque Jean Marziou. Et il est venu l'année dernière les former et il a eu la gentillesse de revenir cette année pour former la promotion 2017. Et puis Fabien Pont, qui est médiateur du journal Sud-Ouest. Alors Sud-Ouest, donc c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Comme on dit en France, c'est en bas à gauche. Donc c'est une grande région, c'est la plus grande région en France. C'est un des plus grands titres de presse quotidienne régionale. Voilà, il va accueillir, toute son équipe à Bordeaux va accueillir en immersion la semaine prochaine les 11 étudiants de l'IPSI qui vont venir, avec un programme qu'il a eu la gentillesse d'organiser. Et il est venu former, donc cette semaine, ces étudiants et les journalistes professionnels qui sont formés aussi à l'IPSI. Et puis, évidemment, Amida Elbour reste parmi nous, parce qu'elle est directrice de l'IPSI, mais elle a quand même été, elle est toujours journaliste, et notamment, elle a dirigé pendant 2 ans et demi la TAP, qui, vous le savez, est quand même la grande agence tunisienne d'information. Voilà. Alors, quelle indépendance pour les médias? Alors, la question, elle est, je dirais, il n'y a pas le mot démocratie, mais en réalité, elle est au cœur de cette question de comment les médias peuvent aider la démocratie et pourquoi la démocratie ne peut pas fonctionner sans médias. Et dans ce couple médias et démocratie, il y a des termes qui viennent très vite, la liberté d'expression, la liberté de la presse et l'indépendance des médias. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance des médias? D'abord, est-ce qu'on parle des médias publics, des médias privés? Est-ce qu'on parle des médias audiovisuels? Est-ce qu'on parle des médias numériques, ces nouveaux médias? Est-ce qu'on parle de la presse écrite? Est-ce qu'on parle des médias publics,
parce que je pense que ça fera partie du débat à un moment donné. Vous avez d'importants médias publics en Tunisie, c'est le cas aussi en France. L'indépendance des médias publics tunisiens, on en est où? En France, on a longtemps eu cette question, et je pense qu'elle se pose toujours, même si on a peut-être réglé un certain nombre de choses. Donc, vous voyez que derrière cette question d'indépendance, c'est un peu ce qu'on discutait hier avec les lycéens. Indépendance, ça veut dire que les médias ont une vocation, une mission, qui est celle de l'information, de la vérité, de l'objectivité. Pour être dans la vérité et dans l'objectivité, il faut être à distance d'un certain nombre d'autres pouvoirs qui sont légitimes dans la société, mais qui peuvent être une contrainte sur les médias. Je parle des pouvoirs économiques, je parle des pouvoirs politiques, et je parle bien sûr aussi d'autres formes de pouvoir, par exemple des pouvoirs idéologiques, qui peuvent être dans certains pays religieux ou autres. Donc vous voyez bien qu'on travaille tous ensemble, mais l'indépendance des médias, ça veut dire la capacité à rester à la bonne distance de tous ces pouvoirs, y compris le pouvoir de justice, y compris le pouvoir de sécurité ou de répression. Voilà. Donc dans cet état de droit que la Tunisie est en train de construire, et qu'en France on a construit, mais bon, qui sont toujours menacés. Regardez des pays comme la Turquie, regardez comment évoluent les États-Unis, la Russie. Vous voyez bien que la démocratie, c'est pas quelque chose qui existe une fois pour toutes. C'est pas un point à atteindre et puis après, c'est un chemin. Et ce chemin, parfois, il revient, parfois, il avance, et il faut le suivre. Et une façon pour les médias de le suivre, c'est de maintenir à tout moment leur indépendance. Alors, on va peut-être commencer par... j'aimerais que ce soit nos confrères tunisiens qui inaugurent cette conférence. Alors, j'ai dit aux jeunes hier, au lycée El Khadra, je leur ai dit, pour vous, ce qui est difficile, c'est que vous avez accès à beaucoup d'informations, avec Internet, les blogs, les réseaux sociaux, et les gens qui produisent ces informations qui vous sont destinées, ce sont des gens qui n'ont pas forcément des bonnes intentions, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi chercher à vous manipuler, par exemple, en tant que consommateur, c'est-à-dire influencer votre consommation. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la publicité mensongère ou autre. Et puis qui peuvent aussi vous influencer dans votre manière de penser. Donc comment vous, jeunes, vous pouvez vous repérer dans ce spectre des médias où finalement c'est quand même pas facile de trouver son chemin. Voilà. Alors, Madoubi, est-ce que, puisque la Tunisie est en transition démocratique depuis maintenant 6 ans, est-ce que tu as le sentiment, avec ton expérience, que les médias tunisiens ont acquis de l'indépendance? Absolument. Ça fait quand même 7 ans qu'on est en train de travailler ardemment pour préserver cet acquis fort important pour tout le pays, non pas pour le secteur seulement, qui est cette liberté d'expression, la liberté de presse, qui, comme vous le savez, ça c'est un slogan que j'ai connu depuis les années 68, que la liberté ne se donne pas, mais elle s'arrache. Donc finalement, on est en train de travailler pour l'arracher réellement, parce qu'elle n'est pas encore tout à fait entre nos mains, cette liberté-là. Dans quel sens? Dans la mesure où il y a de l'influence politique, parce que, comme on le disait ce matin, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Les autorités, d'une manière générale, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, ne vont pas lâcher prise et laisser un secteur aussi important que les médias, que parfois on appelle, à tort ou à raison, c'est à débattre, du quatrième pouvoir. Donc, utiliser cet outil de communication, cet outil qui façonne un peu l'opinion publique, on ne laisse pas filer entre les doigts aussi facilement que ça. Donc il y a une interférence politique, il y a aussi des interférences financières. Point de vue, comme je disais aussi ce matin, c'est qu'il y a de l'argent propre ou sale, c'est toujours de l'argent, où il y a des hommes d'affaires qui sont arrivés à lancer 7 ou 8 quotidiens d'un seul coup, rien que pour, on l'a bien vu à travers les analyses de contenu, pour régler des comptes anciens, pour aussi influencer le cours de la transition, aussi bien économique que la transition démocratique
politique et économique. Donc, et jusqu'à présent, on sent encore qu'il y a des forces. Il y a des forces qui tirent vers l'arrière, qui ne laissent pas exprimer. Donc, notre indépendance, comment on va l'acquérir? On va l'acquérir par notre professionnalisme, par nos compétences, par notre manière de traiter l'information. Et je ne vous le cache pas, tout le monde le sait, c'est qu'il y a eu des dérives, il y a eu des dérapages, et il y en aura encore. Et notre rôle en tant que, aussi bien syndicat qu'au niveau du conseil de presse, qui est, contrairement à ce qu'a dit notre ami Olivier, qui est une instance d'autorégulation et non pas de régulation, parce que c'est l'AICA qui régule l'audiovisuel, nous, on va agir beaucoup plus au niveau de l'autorégulation, c'est-à-dire d'améliorer les compétences des journalistes et de leur rappeler, parce que ça arrive qu'on oublie parfois des règles professionnelles les plus élémentaires, comme par exemple au niveau des sources. Et les exemples, on peut en parler pas plus tard qu'avant-hier, le 11 ou le 12, avec l'ouverture du forum de la FIPA sur les IDE. Moi, ça m'a étonné quand au journal de 20h, on m'annonce qu'il y a eu 2500 participants au forum venant de 50 pays, alors que j'étais présent, il n'y avait pas plus de 600 personnes, et les principaux bailleurs de fonds, disons plus ou moins connus, rien que par leur habit traditionnel, qui sont les bailleurs de fonds du Golfe, n'étaient pas présents du tout, donc les 50 pays, je les cherche encore. Donc il y a matière à travailler, comme par exemple aussi pour éviter tout ce qui est fake news, pour éviter aussi cette précipitation. Vous savez que quand on parle d'indépendance, et tout à l'heure Olivier en a parlé, il y a une indépendance financière aussi. Donc aujourd'hui, on est en train de faire, tout le monde essaye de faire, vous voyez ça à la télé surtout, et puis même pour tout ce qui est journaux, papier ou numérique aussi, c'est une course vers l'audimat pour tout ce qui est audiovisuel et une course vers le scoop et la vente pour le papier et l'électronique. Donc tous les moyens sont bons. Et là, c'est facile de se tromper. Et là, c'est là où on commet des fautes. Alors, je vous donne la dernière avant de terminer. Tu me regardes depuis tout à l'heure, mais j'ai arrêté. Dernièrement, il y a un journal électronique assez réputé, je ne vais pas citer le nom, pourquoi pas, c'est capitaliste, qui a sorti une information disant que le gouverneur de Tataouine a arrêté pratiquement un agent de police qui l'a contrôlé. Bon, alors et le problème, c'est que cette information a été vite relayée par d'autres journaux, notamment électroniques, sans vérifier l'information. Une des règles de la profession, c'est de vérifier ses sources, qu'il y ait ce qu'on appelle le recoupement des sources, parce qu'on ne se contente pas d'une seule source, ça peut être vrai, ça peut être faux. Donc, ça a été repris, et finalement, c'est une radio qui a voulu vérifier, qui a appelé tout simplement, c'est simple comme bonjour, qui a appelé l'attaché de presse du gouvernorat de Tataouine pour lui dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi le gouverneur a arrêté le flic. Il me dit non, ça c'est une information qui date de 2015. Voilà, et je vous remercie. Alors, merci Manu. Serge Moati, l'année dernière, je le dis pour ceux qui n'étaient pas là, nous a raconté une anecdote, et avant de passer la parole à Amida Elbourg, je voudrais vous la restituer. Il avait été nommé à la tête de chaînes de télévision publiques en France au début des années 80, quand François Mitterrand a été élu. Et à cette époque-là, la télévision et une bonne partie de la radio, c'est d'ailleurs toujours vrai, étaient, comme en Tunisie aujourd'hui, majoritairement publiques. Ça veut dire qu'elles étaient placées sous l'autorité de différentes administrations et notamment de ministères. Et il expliquait que quand il préparait ses émissions, il avait un coup de téléphone directement du service du ministre qui lui disait « Allez-y, j'ai un crayon, j'ai un stylo, donnez-moi le programme du journal télévisé de ce soir. » Il donnait le programme et l'autre il disait « 1 d'accord, 2 d'accord, 3 vous supprimez, 4 vous supprimez. » C'était ça en France, il y a 25 ans. C'est comme si un journal aujourd'hui en France, c'est comme si, je prends un exemple comme ça, comme si la presse voulait faire un article sur le conseil de la presse et qu'il a un coup de fil du ministère qui lui dit « c'est pas un sujet qui me plaît, c'est trop politique ». Vous
voyez, c'est ça. Donc c'est pour vous dire qu'entre la France et la Tunisie, on n'est pas loin. Ce que vous traversez, on l'a traversé. Donc même les médias publics, c'est pas parce qu'ils sont publics qu'ils sont inféodés à la tutelle politique. En France aujourd'hui, les émissions qui sont les plus critiques, c'est des émissions des chaînes publiques. Pourquoi? Parce que les journalistes des médias publics, via les syndicats, via un certain nombre de choses, ont imposé à la tutelle un respect mutuel et une zone d'indépendance. Alors je voudrais demander à Hamida Elbour là-dessus, puisqu'elle a été présidente de la TAP, où on en est du rapport entre une institution comme la TAP, peut-être les chaînes parce que, de télévision, entre les médias publics et l'État, les ministères. Est-ce qu'on a avancé sur cette distance et cette indépendance? Merci Olivier. Je vais parler essentiellement d'un cas que je connais, qui est l'agence de la TAP. Il y a, pour ceux qui connaissent la TAP d'avant 2011, ils savent qu'il y a quand même une évolution qui est extraordinaire. Et il y a cette affirmation de l'indépendance éditoriale. Et je vais prendre quelques exemples que j'ai pu vivre avec l'agence. C'est-à-dire que, avant 2011, un ministre pouvait, par exemple, intervenir pour qu'on ne rapporte pas ses propos si elles sont critiques, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et il y a eu une dépêche relatant une intervention malencontreuse d'un ministre concernant justement la régulation des médias audiovisuels. Et puis, lorsque, bien évidemment, l'agence elle diffuse l'information à tout le monde, cette information a été relayée. Il a dit non, j'ai pas dit ça comme ça. Alors, première réaction de l'agence, on a balancé l'élément sonore de son intervention, et ça marque le tournant dans le rapport de l'agence au pouvoir politique. Bien évidemment, ça dépend des contextes, parfois ça dépend des journalistes, il y a toujours du chemin à faire, mais déjà, il y a quand même ce pas qui est important. Autre signe que je considère quand même important pour un média de service public et l'agence, la création d'une unité de journalisme d'investigation. Et l'agence, c'est le seul média public à se doter d'une unité dans laquelle travaillent presque une dizaine de journalistes sur des thématiques qui peuvent être non pas, je dirais, contraires à l'orientation politique, mais même à ce qu'on peut appeler les lobbies économiques, comme par exemple la téléphonie mobile. Vous savez que le marché publicitaire de la téléphonie mobile est très important et vous n'allez pas trouver dans les médias des articles critiques des grands opérateurs de téléphonie mobile. Donc à l'agence, il y a eu quand même une enquête d'investigation très approfondie concernant les nuisances de certaines installations de certains opérateurs. Je veux dire par là que c'est là le rôle d'un média de service public. Il est au service de la communauté, il est financé par l'État, pas par les gouvernements, et il est financé par le contribuable. C'est vos impôts, les miennes, etc. Et donc, nous avons droit à une information crédible, une information vérifiée, une information qui tienne compte des différentes positions qui sont liées à cette information. Donc, pour revenir à l'agence, il y a quand même un pas aussi important. Il y a une charte qui a été adoptée et qui institue noir sur blanc cette question d'indépendance du média. Seulement, comme je le disais tout à l'heure, il faut passer de cette première forme d'écriture à ancrer cette pratique dans le média. Par exemple, à titre d'exemple, il y a eu l'expérience d'un comité de rédaction, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché.
à l'intérieur. C'était quoi, juste pour les jeunes? Un comité de rédaction, c'est un comité élu, il est constitué de journalistes, un groupe de journalistes qui est élu et qui va examiner les manquements éthiques du produit de l'agence. C'est-à-dire s'il y a eu diffusion de fausses nouvelles, s'il y a eu diffusion d'informations ayant un contenu discriminatoire, ou censure, s'il y a eu voilà. Donc s'il y a eu une information qui est plutôt une propagande pour un acteur politique, hein, ce qu'on avait l'habitude de faire à l'agence. Donc tout ça, c'est le comité de rédaction qui est appelé à veiller au respect de la ligne éditoriale et au respect de l'éthique journalistique. Donc là, ça n'a pas marché. Il y a quand même beaucoup de problèmes par rapport à je dirais, aux réunions quotidiennes de rédaction. C'est une forme d'organisation interne. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, mais il y a quand même un pas, je dirais, gigantesque par rapport, lorsque je reviens aux dépêches d'avant 2011, c'est là qu'on marque plus ou moins la différence. Et nous, en tant que chercheurs, on prend de la distance pour voir évoluer le discours des différents médias, mais quand même, le chemin reste encore lent pour qu'on ait réellement une indépendance éditoriale qui soit, je dirais, quasiment normale, quoi. Alors, justement, pour les jeunes, il y a peut-être un exemple qui peut vous parler de ça, pour dire que l'indépendance des médias, il faut que les médias se battent pour la construire, pour l'imposer, et puis c'est aussi la loi qui les aide à l'imposer, la régulation. Alors, il y a un exemple qui peut peut-être leur parler. Vous avez une institution qui s'appelle l'AICA, qui a été créée, qui est l'équivalent de la même institution qu'on a en France, qui s'appelle le CSA. Bon, c'est une institution qui est censée contrôler, vérifier, regarder tout ce qui est diffusé dans les médias audiovisuels. En particulier, quand il y a des élections, il y a ce qu'on appelle une égalité de temps de parole en France. C'est-à-dire que, grosso modo, cette institution est censée voir sur toute la période électorale, suivre les temps de parole donnés à chacun des candidats, et à un moment donné, avant les élections, ils regardent les compteurs, et s'il y en a qui sont en avance par rapport à d'autres, eh ben, ils disent, voilà, maintenant il faut rattraper le retard sur un... Vous voyez que ça permet, et ça oblige les médias à être dans un registre d'indépendance, au moins sur le temps de parole. Alors, où on en est là-dessus, par exemple, en Tunisie? Je ne sais pas, Amida ou Fatma. Je peux juste dire un mot parce que, justement, j'étais, avant la création de l'AICA, c'est Lizy qui contrôlait la médiatisation des acteurs politiques pendant les élections. J'étais responsable d'unité de monitoring des médias durant les élections. Et là, ça dépend. Il y a eu les médias en 2011, 2012, en 2014 également. Hein, si on regarde les rapports de l'AICA, ont eu du mal à être équitable dans la répartition temps de parole, temps d'antenne sur les différents acteurs politiques. Pour plusieurs raisons, il y a quand même une problématique de nombre de candidats, c'est énorme. Mais aussi, il y a eu un phénomène que nous avons pu observer en 2014, c'est le glissement des médias vers une certaine prise de position politique pour un parti politique, pour un acteur politique. Il y a eu cette confusion de rôle pour certaines chaînes de télévision. Mais ce qui est important, c'est que les médias de service public étaient équitables dans la répartition de ces temps d'antenne, temps de parole. Donc il y a les privés et les médias de service public. Alors justement, sur les privés, avant de passer la parole, parce qu'on va vous donner la parole assez vite pour que quand même... Oui, bien sûr, on aimerait bien avoir des questions, des explications. Oui, mais alors juste pour finir la boucle, et puis après les confrères français, on interviendra peut-être dans la deuxième partie si c'est utile. On a parlé du public, le privé. Si on prend la presse écrite, notamment, où on en est de cette construction d'indépendance des médias?
Voilà, justement, je commence à partir de la phrase qu'a achevé Hamida. Donc, nous étions journalistes, enfin, mon journal, c'est un journal privé, c'est vrai, mais l'indépendance, c'est une demande des privés et des publics aussi. Nous sommes confrères, consoeurs, etc., à la table ou aux journaux. Donc, je me rappelle que, par exemple, le service de la table, nous sommes clients, mais nous avons, je vous assure, nous partons avec 1 à 10% seulement de la TAP avant 2011. Parce que, comme a dit Hamida, les articles ou les dépêches étaient vraiment, c'est la censure, c'est le format connu d'avance par le pouvoir, etc. Et donc, nous misons quand même sur le travail de proximité ou de terrain ou à partir d'interviews genre journalistiques. Donc, pour les privés, ce n'est pas vrai, nous, en Tunisie maintenant, nous ne sommes pas dans la phase qui est plus ou moins coquille sur la France les années 80, non, pas du tout, parce que nous, maintenant, nous sommes dans une phase où les privés l'emportent en nombre sur le public. Donc, vous avez maintenant un éclatement, vraiment un éclatement en nombre de télévision, de chaînes de télévision, de chaînes de radio privées, hein, aussi de journaux, papier et électroniques, n'en parlons pas. Donc là, cet éclatement, quand on parle de médias et démocratie, médias, ça veut dire presse, ça veut dire liberté, ça veut dire responsabilité aussi, et ça veut dire pouvoir. Les médias, c'est le pouvoir, c'est le quatrième pouvoir. On a beau dire c'est le quatrième pouvoir, mais il faut le vivre, il faut l'expérimenter aussi. Donc ici en Tunisie, le pouvoir, le quatrième pouvoir a beaucoup de points peut-être positifs, mais aussi quelques points négatifs. Au point de vue régulation, au point de vue déontologie, c'est un métier d'éthique, comme vous le savez. Aussi les sources, est-ce que moi, maintenant, journaliste ici à Tunis, quand j'entends parler sur Facebook, sur un désastre à Tataouine, par exemple, comme c'est arrivé là, depuis 5 jours ou 6 jours, samedi à dimanche, est-ce que je prends à la lettre une source, un citoyen qui est fidèle à me lire, etc., ou bien je dois engager un journaliste de proximité qui est là-bas pour me donner ce qui existe vraiment et pour poser les bonnes questions. Donc là, c'est tout. Là, c'est toute la différence entre ce qu'on appelle, ce que vous appelez le journaliste citoyen et le journaliste professionnel. Cette profession aussi revendique l'indépendance, certainement, parce que nous, dans une démocratie, on peut parler de démocratie s'il y a séparation rigide des pouvoirs, bien évidemment, les 3 pouvoirs, comme vous le savez, justice, exécutif et législatif, mais les médias aussi, à quel point ils sont, est-ce que c'est un pouvoir où la séparation est rigide entre ce pouvoir et les autres, les 3 autres? Moi, je ne crois pas, parce que maintenant, on assiste à ce que vous avez assisté, vous et nos confrères et consoeurs belges. Là, vous avez quelque chose comme les industriels qui s'accaparent, qui achètent les moyens d'information. Et en Tunisie, voilà, en Tunisie que je connais bien, en Tunisie, nous assistons à des lobbies d'argent, purement, pas d'industrie ni rien du tout, des lobbies d'argent, et vous ne savez même pas d'où ça vient.
Et voilà, vous avez ils ont leur radio, leur télévision, leurs journaux, etc. Et donc, le fardeau commence par là, le fardeau sur le dos du journaliste. Merci Fatma. Parce que je crois que pour les jeunes, ça fait beaucoup de... Alors, puisque vous êtes venus, vous avez un peu travaillé les uns et les autres, je propose qu'on fasse passer le micro à les ambassadrices de Médias et Démocratie. Parole à la demande, mais peut-être en priorité si on peut, mais parce que les autres vont peut-être partir, oui, aux lycéens du lycée El Khadra et puis évidemment aux étudiants de l'EPSI. Voilà, donc on attend vos questions. Bonjour, alors je m'excuse, je ne suis ni lycéen ni étudiant de l'EPSI, mais j'ai vu l'événement sur Facebook, donc je suis venu. Donc je voulais demander plutôt aux intervenants tunisiens, parce que ça concerne plutôt l'autorité constitutionnelle de régulation ici en Tunisie, qui est la AICA, et nous pourrions peut-être être éclairés par l'exemple du CSA français. Donc ma question est la suivante. J'ai remarqué que ici en Tunisie, concernant la AICA et le cadre législatif sous lequel marche la AECA peut sembler un tout petit peu quand même déficient, pas dans le sens où elle n'a pas assez de pouvoir pour réprimer, mais dans le sens où, par exemple, on a deux exemples, pour ne citer que ces deux exemples-là, de chaînes de télévision, et je vais les citer, c'est Zitouna et TNT. Ce sont des chaînes qui sont en dehors de tout cadre législatif et sur lesquelles la AECA a sorti plusieurs décisions, des décisions coercitives. Ces chaînes continuent quand même à travailler dans la liberté la plus totale et absolue, alors qu'elles font passer des messages, pour le moins dire dangereux, dans plusieurs cas, et on pourrait en citer des dizaines. Donc ne pensez-vous pas que même si la liberté est très très importante, ce genre d'autorités qui sont supposées elles-mêmes être indépendantes pourraient avoir plus de pouvoir de coercition par rapport à ce genre de chaînes? Merci. Merci, non, on ne va pas répondre, on va faire un petit tour. Juste une précision, c'est que l'AICA, c'est provisoire, c'est l'AICA qui devrait venir et être créé par l'ARP incessamment. D'accord. On va prendre une série de 4-5 questions et puis après on va... Oui, alors il y a une question au fond. Les lycéens, vous aviez des questions? Ou alors peut-être tout à l'heure, hein, c'est pas... Sinon il y a... Oui. Au fond, il y a une question au fond, Meryl, merci. Vous avez le temps, hein. Peut-être les questions vous viendront, mais même si c'est pas directement avec ce qu'on a dit, si vous aviez vous réfléchi à des questions sur les médias, vous pouvez les dire, même si c'est pas directement lié au débat. Ok. Alors au fond, oui. On voudrait savoir comment est-ce qu'ils sont désignés les responsables des médias publics. Est-ce qu'ils sont désignés directement par le pouvoir politique, ou bien est-ce qu'ils sont désignés par un organe indépendant? Merci. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, ça y est. Ah là, il y a une question au milieu. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc j'aimerais rebondir sur le point de l'AICA. Je voulais savoir concernant, parce qu'il faut quand même être réaliste qu'il n'y a que 2 chaînes publiques, et que l'AICA ne peut pas quand même pénaliser les chaînes privées de la même manière. Et que comme on l'a vu concernant les élections présidentielles, les chaînes privées ont eu l'opportunité de passer en revue et de mettre en valeur certains candidats, et ils n'ont pas été pénalisés pour ça, et que même les pénalités n'étaient pas vraiment très consistantes. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une prise d'initiative avant les élections de la municipalité pour éviter ce genre d'erreurs, puisque je suppose que, puisqu'on est dans une phase transitoire, qu'on apprend de nos erreurs. Merci. Ok, merci. Il y a 2 questions ici au 2e rang. Voilà, ici. Je ne sais pas si on va les prendre toutes. Hein. Celles qu'on ne prend pas tout de suite, on fera un 2e tour, hein, d'accord? Là, voilà, devant. Bonjour à tous. Tout d'abord, est-ce qu'on peut parler réellement de la démocratie dans les médias? Aussi, comment la démocratie peut servir les médias? Et comment on peut détecter la liberté dans les médias? Aussi, je peux faire la différence entre l'information. Comment je peux faire la différence
entre l'information vraie et mensongère. Par exemple, si une entreprise sert à lancer un produit, donc elle va le faire à travers une publicité. Donc, comment je peux faire la vérification que ce produit est bon sans l'acheter? D'accord, merci. S'il y en a qui veulent s'exprimer, on a des arabophones, s'il y en a qui veulent prendre la parole parce qu'ils sont en arabe, il n'y a pas de souci. Oui, vas-y. Bonjour à tous. Je suis un élève du lycée Cadra, lycée 36. J'ai deux questions. Qui manipule les médias en Tunisie et quels sont ses objectifs? Pourquoi beaucoup de personnes n'ont plus confiance vers beaucoup de médias? Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu la deuxième question. Pourquoi beaucoup de personnes n'ont plus de confiance vers beaucoup de médias? D'accord, merci. La perte de confiance, oui, très bien. On prend encore une question, si vous voulez bien, puis on fera un... Ah, il y a une autre lycéenne, alors on va continuer avec le lycée peut-être, s'il te plaît, là, devant. Bonjour. J'ai une seule question. Est-ce que l'indépendance des médias est une mission impossible? D'accord. D'accord. Non, mais c'est une bonne question, parce que si c'est impossible, il vaut mieux qu'on arrête tout de suite et qu'on le sache. Alors, bon, merci, je prendrai après. Je m'excuse de... Non, on va arrêter les questions, là, parce qu'on en a déjà 6. Après, on fera un deuxième tour, si vous voulez bien. Alors, il y a plusieurs questions sur l'AICA. Je ne savais pas que ça suscitait autant de débats, mais visiblement... Bon. Alors, il y a cette première question, j'ai pas bien compris, mais je comprends qu'il y a en gros les deux chaînes publiques, les chaînes privées. On ne citait que ces deux chaînes. D'accord. Et que visiblement, derrière l'idée générale de contrôler tout le monde, il y a en fait des chaînes privées qui se sont permis un certain nombre, notamment lors des élections, et que la sanction n'est pas assez forte, ou en tout cas le pouvoir de contrôle n'a pas l'air de bien marcher. Alors, là-dessus, soit Amida. Merci. En ce qui concerne l'AICA, c'est clair, il y a un cadre, c'est le décret loi 116. L'AICA ne peut pas sortir de ce cadre-là. Pour les mesures coercitives, l'AICA fait le constat et par la suite, c'est au gouvernement de faire le suivi et d'appliquer certaines dispositions, certaines résolutions prises par l'AICA. Donc s'il y a problème, c'est à ce niveau-là. Donc ça, c'est important. Ceci étant, c'est vrai que le 116 pose problème par rapport justement à ce type de contrôle, à ce type de supervision des médias. Même chose par rapport aux élections. Il y a eu des pénalités contre Nesma. Vous voulez parler de Nesma spécialement lors des élections. Il y a eu des sanctions, mais ces sanctions, est-ce qu'elles sont dissuasives ou pas? C'est un calcul, hein, combien vous gagnez et combien vous payez en tant que pénalité. Hein. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le décret loi 116 est en gestation, il doit être révisé et c'est sur la base de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'il doit être révisé pour donner à la prochaine ICA, hein, c'est l'instance de régulation de l'audiovisuel, qui va hériter de la AICA plus de moyens et plus de possibilités d'action. Il y avait un autre aspect, je m'excuse, je le rajoute. Qui désigne les responsables des médias publics? C'était... j'ai pas la réponse, moi. Comment ils sont nommés? C'est le pouvoir politique, mais la différence, c'est avant, c'est uniquement le pouvoir politique sans consultation. Mais après 2011, il y a quand même consultation. C'est le gouvernement. C'est le Premier ministre? C'est le gouvernement, oui, c'est le président du gouvernement. Le chef du gouvernement. Oui, mais il y a quand même des consultations avec la profession. Voilà. Oui. Manoubi? Ce problème ne s'applique que pour l'audiovisuel. Pour la presse écrite, c'est différent. Pour la presse écrite, il y a des gestionnaires qui sont nommés pour tout ce qui est la presse, le temps, Saber et d'autres médias, qui sont nommés par le ministère des Finances. C'est une question de gestion. Mais les rédactions, c'est le cas, ça a été extraordinaire, c'est qu'au niveau de la presse, par exemple, que j'ai dirigé pendant plus d'un temps en tant que rédacteur en chef, il y a eu des élections.
Il y a eu élection, c'est la rédaction qui a élu son propre rédacteur en chef. Mais qui décide des candidats? Ben, tout le monde se présente. Ah oui, il y a eu... Il n'y a pas une liste Non, il y a eu 5 ou 6 candidatures. Et puis il y a eu un consensus entre eux, ils se sont dit, bon, tel journaliste, il a plus d'expérience. Ça, c'est d'une. De deux, pour répondre un peu à une question qui m'a vraiment frappé, c'est la question de confiance. Oui. La confiance, il faut la quantifier. Ça, c'est le problème. C'est un problème qu'on a incrusté dans la tête des Tunisiens, que tout le secteur, c'est un secteur de la honte, à l'amlar. Et ça a commencé, comme je l'ai dit ce matin, et ce sont les islamistes, dans les années au début, qui ont imposé pratiquement cette idée, rien que pour casser le secteur. On se rappelle tous, du moins ceux qui ont vécu la chose de voir le siège de la télévision tunisienne, quand il y a eu des sit-iners, c'est des gens, des mercenaires qui ont été payés, et le Zetoun, premier conseiller de Ranouchi, qui venait les haranguer, rien que pour... Donc, ils ont créé cet esprit pratiquement presque de haine vis-à-vis d'un secteur qui est primordial et qui a joué son rôle comme il le faut pour remettre les pendules à l'heure et pour essayer de contribuer comme il se doit, comme il doit le faire en tant que secteur principal, primordial dans le processus de démocratisation du pays. Alors, j'enchaîne sur les questions. Je reprendrai les questions après, parce qu'à partir de maintenant, je pense qu'on peut tous, y compris les confrères français, tenter d'apporter une contribution, même si on va reparler de l'indépendance en France. Vous verrez que par certains côtés, la France, c'est pas mieux que la Tunisie, c'est même peut-être pire. On va voir ça après. Alors, il y a une jeune lycéenne qui dit « Comment est-ce qu'on peut détecter la liberté dans les médias ?» C'est-à-dire, en gros, si j'ai bien compris ta question, moi, si je lis un journal, si je vais sur Internet, dans un média, un site, un blog, quels sont les éléments d'information que j'ai pour savoir si c'est un média indépendant, libre ou non? Est-ce que là-dessus, vous avez des éléments? C'est une question de ligne éditoriale. Quand on lit à plusieurs reprises. Mais le problème est là. Le problème, c'est que d'abord, on doit comprendre, surtout pour les jeunes lycéens, que les médias, c'est différent. Il y a des journaux qui sont publics, ou des médias qui sont publics, il y a des médias qui sont privés, et puis il y a des médias qui sont partisans. Il ne faut pas l'oublier. Le Massar, il y a pas mal de partis qui ont leur propre... Oui, mais comment on le sait quand on est jeune et qu'on prend le quotidien, la presse? Est-ce qu'on a un moyen de repérer ça? Repérer la liberté. Ben, c'est simple, quand c'est à force de lire. D'abord, on ne peut pas repérer ça du jour au lendemain. Il ne suffit pas de lire une fois le journal pour dire qu'il est libre ou qu'il n'est pas libre ou bien qu'il défend tel ou tel. Donc il faut lire. Et puis, il ne faut pas oublier que le son de cloche, il est donné beaucoup plus par l'éditorial d'un journal. Il y a un éditorial et c'est à travers cet éditorial qu'on peut comprendre que tel journal est de telle tendance, telle autre telle tendance. Et puis, le fait de répéter les mêmes je ne sais pas, moi, même une publicité déguisée, on peut bien la saisir. Quand on lit un papier, nous, en tant que rédacteur, on comprend, on le fait facilement, on peut censurer ça. Moi, je le dis en toute simplicité, c'est simple. C'est par la répétition au niveau du discours, au niveau de l'écriture, on répète pratiquement, dans un papier qui fait 500 mots, on répète peut-être 15-16 fois le même nom d'une marque. Là, c'est clair que c'est de la publicité. Alors Fabien Pont, là-dessus, est-ce que tu vois un moyen pour des jeunes de se repérer? Alors d'abord, moi je voudrais quand même, il y a un aspect de la presse dont on n'a pas parlé, c'est que on a tous évoqué une presse démocratique, dans le débat démocratique, etc. Très bien, objectif, parfait, sauf qu'on oublie qu'il y a une presse d'information et une presse d'opinion. Et que les journalistes qui travaillent dans des journaux d'opinion sont des journalistes professionnels qui font leur métier, qui vérifient l'information. Cependant, ces journaux d'opinion, effectivement, ils vont traiter d'un sujet avec une conviction qui est forte, etc. Ça ne voudra pas dire pour autant qu'ils ne sont pas journalistes professionnels, que ce qu'ils écrivent est faux. Les commentaires, le fait est vrai, les commentaires diffèrent. On a notre devise à Sud-Ouest, mais la plupart des journaux en
devise semblable, c'est les commentaires, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Donc effectivement, moi, c'est bien de dire tous les journaux, mais il y a des journaux d'opinion, ils existent et ils ont toute leur place dans un système démocratique. Et puis, il y a les journaux d'information. Comment on fait? Je crois d'abord qu'on est tous d'accord, il y a la loi. Et je peux vous dire que quand on frappe les organes de presse au porte-monnaie, lorsqu'ils procèdent, enfin, il y a des articles qui sont diffamatoires ou injurieux, la loi les sanctionne. Donc on n'a pas envie de passer. Et les tribunaux sont de plus en plus lourds, et notamment la chambre qui est spécialisée à Paris est très lourde dans ses amendes et dans ses condamnations. Donc, premier cas. Bien. Malgré tout, on peut avoir des dérapages, même si on respecte la loi. On le sait très bien. Donc, on n'a pas de conseil de presse. Alors, il y a le CSA qui est une chose. Pour la télévision, on pourra en dire d'ailleurs 2 mots, parce que le CSA est de plus en plus critiqué, puisqu'il n'y a pas de journalistes professionnels vraiment qui sont au sein de cette institution, mais en tout cas, le CSA ne concerne que la télévision et la radio. Et pour la presse écrite, et pour Internet, alors là c'est le désert, et pour la presse écrite, on a la Convention collective nationale des journalistes, qui sert de base aussi et de cadre à l'exercice de la profession, et puis on a des chartes, alors obligatoires depuis 2017, avec la nouvelle loi en France, qui s'appelle la loi Bloch, et puis nous au journal, on l'a depuis très longtemps, et donc cette charte sert de guide. Voilà, il y a des lignes rouges à ne pas franchir, il y a des valeurs à respecter. Et à l'intérieur des journaux, on a, j'aime pas le mot police parce qu'il ne s'adapte pas à notre profession, mais on a des régulateurs ou des médiateurs. Tous les journaux n'ont pas de médiateur. Moi, je suis médiateur du journal Sud-Ouest et je peux m'autosaisir. C'est-à-dire que je ne dépends pas du rédacteur en chef, je peux saisir et interpeller le rédacteur en chef, et je peux m'autosaisir lorsque je constate que dans notre journal, on a franchi la ligne rouge et on n'a pas respecté la charte. Et dans le cadre d'une chronique hebdomadaire, je reviens sur ces événements-là et il m'arrive assez souvent de nous donner tort. C'est-à-dire de dire publiquement qu'on n'avait pas à écrire ça, qu'on n'avait pas à faire ça, qu'on n'avait pas à traiter tel ou tel sujet. Et je crois que c'est comme ça qu'on gagnera notre crédibilité et notre confiance. Si on sait dire à nos lecteurs, voilà, ben oui, vous avez eu raison, interpeller, et nous, on n'a pas fait notre boulot correctement. Bon. Et je pense que le journal, c'est le socle de notre crédibilité. Alors, je voudrais quand même dire aux jeunes là-dessus que vous avez de la chance sur cette question, parce que vous auriez posé cette question il y a 20 ans. Je pense qu'on aurait eu du mal à vous répondre autrement que ce qui a été dit, c'est-à-dire, faites votre jugement clinique, apprenez à lire les journaux, voyez s'ils sont des journaux d'opinion, liés à un parti politique et tout ça. Vous êtes dans l'ère d'Internet. C'est une chance énorme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les médias sont sur Internet. Tous. Tous les médias ont un site. Et si vous regardez de plus en plus sur les sites, vous avez un petit logo avec 3 traits qui vous renvoie au menu du site. Et dans le site, vous avez qui sommes-nous? Vous avez la charte éditoriale. Vous avez des éléments. Donc déjà, un média qui ne remplit pas cette colonne, ça veut dire que c'est un média qui ne veut pas dire comment il fonctionne. Donc déjà, moi je vous dis, dès que je vois un média qui ne met pas ça, je suis méfiant. Alors qu'est-ce qu'il dit dedans? Ben, amusez-vous à le faire. Vous prenez par exemple un site qui s'appelle Orient 21. C'est sur le Maghreb, le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Vous y allez en rentrant chez vous ce soir. Vous cliquez. Là, vous avez une colonne qui s'ouvre. Vous avez qui sommes-nous, notre projet éditorial, nos valeurs. Vous cliquez. Et là, ils ouvrent. Et ils vous disent, ce journal a été créé par 6 journalistes. Publicité, 0. On refuse la publicité. Actionnaire, 0. C'est une coopérative de journalistes. Notre rapport au voyage de presse. Notre rapport aux cadeaux d'entreprise. Et ils expliquent leur démarche. Donc, vous voyez, quand vous dites comment on peut savoir comment un média est libre, ben, là, vous pouvez déjà voir qu'est-ce que sont les valeurs que ce média donne. Bon. Et si vous n'avez rien, ben, c'est que soit le média est négligent, enfin, aujourd'hui, là-dessus, je pense que sur les problèmes de confiance, on a tous compris, soit qu'il n'a pas envie d'être transparent. Et s'il n'a pas envie d'être transparent sur son actionnariat, sur ses valeurs, c'est qu'il cache quelque chose. Donc, voyez-vous,
Alors sur la liberté, vous avez déjà au moins cet outil-là, et vous pouvez même, je crois aujourd'hui, c'est ce qu'écrivait un journaliste américain il y a 6 mois dans un rapport sur les médias, il disait aujourd'hui la perte de confiance, justement, légitime, je dirais moi, des médias, oblige les médias à faire la transparence là-dessus. C'est-à-dire qu'un média qui ne le fait pas, il se disqualifie. Et il a raison de dire ça. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus... Avant, vous preniez Le Monde sur papier. Vous n'aviez écrit nulle part dans Le Monde, vous aviez le nom des journalistes, du directeur de rédaction, mais vous n'aviez pas la charte éthique, vous n'aviez pas l'actionnariat, parce que l'outil papier n'était pas là pour ça. Aujourd'hui, le site ne peut plus ne pas le dire. Donc c'est une façon pour vous d'avoir une carte d'identité d'un média et de vous dire, oh là là, celui-là, il dit pas, celui-là, il affirme, il a plein de publicité. Et à l'inverse, un média qui se positionne sur des règles d'indépendance, etc., ça peut être un critère. Donc là-dessus, je crois que vous faites partie d'une génération où le smartphone et Internet, c'est un atout. Alors, il y avait d'autres questions. Qui manipule les médias? Je ne sais pas qui a posé cette question. Et d'abord, j'ai envie de te demander pourquoi tu penses que les médias sont manipulés? On peut lui donner le micro à ce garçon. Je veux bien parler en arabe pour mieux exprimer. Oui, oui, vas-y. On ne va pas comprendre, mais on va nous traduire. Manu, tu nous traduiras. Oui. Vas-y. العباد ما عادش عندها كونفيونس معناها في لي ميديا وكل هذاك عليه معناها وليت في معتقد نتاعها اللي فما عباد تعمل في مانيبيولاسيون للميديا هذوما باش يحققوا المصالح نتاعهم هذاك عليه. Alors il pense que d'une manière générale les médias ne sont qu'un moyen qui est utilisé par des forces occultes, disons politiques ou autres, pour faire passer... Tu veux dire que c'est de la communication, soit de forces politiques ou économiques, et tu penses que tous les médias sont comme ça? ما عادش عندها ثقة في الميديا ولات تلوج على حاجة أخرى كيما فيسبوك ولا حاجة تعرف المعلومة وهي وري مش حاجة غلط. Ah, alors, je m'excuse, c'est lié à ça, leur professeur est là, Moïse Boukris, on va peut-être lui donner le micro, si c'est sur la même idée, peut-être il peut compléter. Non, il faudrait traduire d'abord, parce que ce qu'il a dit est grave. Oui, j'arrête. Non, il a dit qu'il n'y a pas de confiance dans les médias parce qu'ils sont manipulés et c'est pour ça que les gens fuient vers le Facebook. Voilà, vont vers Facebook. Ah, d'accord. Alors que Facebook, tout le monde sait. Moi, j'aimerais bien traduire autrement, à la manière de Bernard Tapie, ce qu'il a dit. Pourquoi acheter un journal puisqu'on peut acheter un journaliste? D'accord. D'accord. Okay. Parce que M. Tapie, je m'excuse là, M. Tapie, un homme comme vous le connaissez, c'est pas un homme de culture, né d'éthique, et il dit ce qu'il veut sur sa football, etc. Mais c'est pas une citation, c'est pas une référence. D'une. De deux. Pourquoi les gens fuient le Facebook? Le Facebook, parce que vous avez l'information qui est manipulée à l'instant, instantanée. L'information pas crédible, c'est pas une information. Parfois, c'est des désinformations. Parfois, c'est quelqu'un qui est chez lui et qui crée sa petite histoire. Et donc, moi, je vous renvoie à l'Occident, qui nous devancent, bien évidemment, dans ce sens, dans les technologies, les nouvelles technologies. Les grandes firmes américaines de journalisme et de télévision ne prennent pas Facebook comme source. Comme vous le savez, Facebook, c'est quelque chose de très spécifique, de très personnel. Mais justement, un petit mot sur la presse tunisienne et l'influence, comme vous avez dit. C'est vrai, nous remarquons ça. Qu'est-ce qui est arrivé en 2011? 2011, c'était les journalistes qui se sont libérés, je dis bien libérés, d'un fardeau assez lourd quand même. Parce que si vous êtes un journaliste
et vous ne revendiquez pas votre indépendance, vous ne revendiquez pas votre ligne éditoriale et l'éthique et la déontologie, donc c'est pas un métier là. Donc 2011, il y avait les grands partis politiques, bien sûr il y avait un seul parti au pouvoir, donc disloqué, ça y est, il n'est plus. Donc il y a eu sur la place des partis politiques comme Ennahda et d'autres, et ils ont procédé par la manière suivante. L'intimidation des journalistes pour les influencer, pour les mettre derrière eux, pour les guider, parce que eux, ils étaient là pour un projet de gouvernance. Ils voulaient gouverner. On se rappelle tous que M. Marzouki, quand il débarque à Tunis, un jour fin janvier 2011, il a dit « Je serai président ». Il n'a même pas demandé au peuple tunisien de l'élire ou de le mettre dans ce poste. D'une. De deux, comme a dit Manoubi, nous avons vécu un harcèlement et une intimidation. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé avec Ben Ali et Bourguiba est sur le dos du journaliste. C'est comme si le journaliste, c'est lui qui détient le sort de la Tunisie, c'est lui qui détient le sort des ministres, c'est lui qui détient le sort de tous les pouvoirs. Et ça c'est pas vrai. Et eux, ils le savent. Pourquoi? Parce que vous allez voir après coup que les gens de Nahda et de CPR et tous les partis en place, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, c'est l'accès libre à la télévision nationale, l'accès libre, même sollicité, ils sont sollicités par les télévisions, les chaînes de télévision privées. Pourquoi? Parce que les chaînes de télévision privées qui étaient en place avant 2011, elles étaient asservies par le pouvoir de Ben Ali. Et même des chaînes de radio qui étaient chez les parents de Ben Ali et chez sa fille, en l'occurrence. Donc, dans cette atmosphère-là, c'est normal que le journaliste est intimidé parfois, il est affaibli d'autres fois, et quelqu'un, il parle des ressortissants de Libye. Et puis, nous avions été submergés et envahis, je dis bien envahis, parce que j'ai 34 ans dans le métier, envahis par les non-journalistes, les non-diplômés, les non-éthiques et les non-déontologiques. Merci, Fatma. Alors, avant de passer de faire réagir Manoubi, juste sur l'expression de tapis, parce que moi aussi, je vais réagir sur ça, parce que vraiment, ça me restait de travers. Je vous rassure, professeur ou monsieur, tout ce que vous voulez, que le corps du métier est sain. Il est vrai, c'est comme tous les corps, il y a des brebis galeuses, ça c'est certain. Mais ça n'empêche que, oui, moi je le dis aussi aux jeunes, la même chose, que notre corps, nos journalistes sont propres. Il y a des brebis galeuses, c'est normal. Il y a des tentations aussi. Le fait, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, avec les cadeaux, vous savez que Ooredoo, Orange, je ne sais pas, et Tunisie Télécom, il fonctionne comme ça, aussi bien en Tunisie qu'ailleurs. Le fait d'offrir des tablettes, d'offrir des smartphones, je ne sais pas quoi, ça aussi c'est une manière pour tenter les gens, mais il y a ce qu'on appelle une déontologie. Il y a des règles déontologiques qui sont observées par les journalistes. Il y a aussi ce qu'on appelle les voyages de presse. Mais je veux vous raconter quelque chose que j'ai vécu moi-même. À l'occasion du premier anniversaire de la Turquie appelle le complot, ils ont tout fait ils ont invité pas mal de journalistes. Ils ont insisté pour m'inviter à 3 reprises, et à 3 reprises, j'ai refusé. Pour la simple raison, je leur ai envoyé même un texte pour leur dire que je refuse d'aller dans un pays où il y a 100 journalistes en prison. Voilà. Donc je ne vais pas cautionner le fait d'aller là-bas, c'est pour montrer, pour dire que je suis un journaliste libre et que je ne joue pas ce sale jeu d'Erdogan ou d'autres leaders, n'importe lequel. 100 journalistes qui sont en prison, je ne cautionne pas. Donc on a cette liberté pour dire non. Manoubi, alors, attends, juste une chose sur la phrase de Tapi, qui est une phrase effectivement qui est connue, et d'ailleurs lui-même a fini par acheter des médias, parce qu'il s'est rendu compte que tous les journalistes n'étaient pas, justement. Donc, alors, et ensuite, je voudrais dire une chose là-dessus, il y a de par le monde
des milliers, à l'échelle planétaire, de journalistes qui sont agressés, tués, enfermés, emprisonnés, torturés, dans l'exercice de leur métier, précisément parce qu'on ne peut pas les acheter. Et d'ailleurs, il devrait normalement y avoir dans la salle, alors je ne la connais pas personnellement, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui représente RSF, le bureau Afrique du Nord, Yasmina Kacha. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Non, c'est pas Yasmina, c'est Rania Chebib qui devait venir. Elle n'est pas là? Bon, je passe la parole à Fabien. C'était juste pour rajouter ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord avec toi. Bien sûr qu'il y a eu des journalistes corrompus, comme il y a des juges corrompus, comme il y a des policiers corrompus, et il est difficile d'éviter, effectivement, à ce qu'une profession soit parfaitement propre. Mais 37 ans de carrière, ça fait beaucoup. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la profession est beaucoup plus propre, en tout cas en France, qu'elle ne l'était avant. Du fait de la paupérisation de la presse, du fait de la concurrence du net, et du fait on s'est remis en cause, et on a remis en cause l'exercice de notre profession avec, comme le disait Olivier, une plus grande transparence. Moi, j'ai connu des journalistes, oui, je peux le dire, je ne citerai pas de nom, qui ont fait des papiers complaisants sur les entreprises pour effectuer un rallye, pour avoir de l'argent, pour faire un rallye automobile. Alors, enfin, oui, et je pense qu'on a tous connu ça dans nos rédactions. Aujourd'hui, je n'en vois plus. Alors, il y en a certainement, ça existe encore, mais il y en a beaucoup moins, parce qu'effectivement, on s'est imposé une remise en cause sur ce qu'on doit être. Les chartes, d'ailleurs, en font partie, et on peut opposer aujourd'hui à ces journalistes qui franchissent la ligne rouge, on leur oppose la charte, on dit, voilà, mon petit gars, tu n'as plus rien à faire dans la profession. Ou alors tu changes de rubrique et puis tu vas au desk. Amida, et après, je voudrais vous montrer un document et qui permettra de lancer sur la dernière partie du débat et d'avoir vos questions. Alors, Amida, sur ce point. Je veux juste dire une chose. Rappelez-vous que pour plusieurs affaires sont déclenchées par des journalistes en Tunisie. C'est des enquêtes, c'est les journalistes qui le font. Vous ne trouvez pas ça Facebook. Les réseaux sociaux, c'est important, ça commence à prendre la place dans notre vie, c'est vrai, mais il faut quand même faire attention, faire gaffe. Aujourd'hui, même dans les pays les plus avancés, il y a 2 semaines, on parlait en colloque théophraste des fake news, hein, c'est-à-dire les rumeurs qui peuvent circuler un peu sur la toile. Pourquoi? Parce qu'on ne contrôle pas la production de l'information. Il y a quand même une grande différence entre une information vérifiée, avérée, et là, ce qui est important aujourd'hui dans le pays, c'est la diversité. Avant, il y avait presque un média, 2 médias, même langage. Aujourd'hui, c'est cette diversité qui nous permet de comparer et d'avoir une information qui est vérifiée. Autre chose, c'est la compétition aujourd'hui. Et il y a quand même une compétition entre les différents médias et autre chose. Il y a un contrôle par différents partis, y compris par le syndicat des journalistes. Le syndicat est en train de contrôler la production des médias. Reportez-vous sur le site du syndicat national des journalistes tunisiens, SNJT, vous allez trouver des rapports sur l'éthique et le respect de l'éthique. Et là, lorsque vous feuilletez ce rapport, vous allez trouver quels sont les médias qui sont plus ou moins défaillants. Et Manoubi il a présidé justement cet observatoire qui permet d'avoir une idée très claire sur les manquements éthiques et déontologiques avec un descriptif. C'est pas quelque chose qui est plus ou moins global, pas clair, et avec des faits qui sont rapportés et sont très 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 clairs. Alors, je voudrais qu'on rebondisse sur un deuxième aspect qu'on a un petit peu abordé, mais pas beaucoup. Vous avez vu que j'ai mis derrière moi un document. Alors, c'est un document produit par des journalistes. Voilà, c'est un document, c'est une longue enquête du monde diplomatique qui a essayé de se poser très concrètement la question. Je prends tous les médias en France, publics et privés, radio, internet, presse écrite, télévision, et j'essaye de voir quels sont les actionnaires qu'il y a derrière. Vous voyez le schéma.
Alors, si certains ça les intéresse, je vous donnerai le lien sur le monde diplomatique. On ne va pas le lire ici dans le détail. Ce document montre quoi? Que la France, en Europe, est le pays qui, au cours des 10 dernières années, a vu la proportion la plus importante de ces médias être rachetés, contrôlés par des puissances privées. Et quand je dis des puissances privées, ce sont des groupes d'industriels ou de financiers, c'est-à-dire c'est même pas des groupes privés de médias, parce qu'on peut être Murdoch en Grande-Bretagne, c'est un industriel des médias. Non, là, ce sont des industriels qui n'ont rien à voir, je dirais des tapis, justement, tu vois, on ne peut pas acheter des médias, bah, c'est précisément ce qu'ils font, et donc, ils sont en train de racheter une énorme partie des médias français. Donc, là, je m'adresse à mes collègues, et ce que montre ça, qu'est-ce que ça montre par rapport à ce que disait Fatma Karaï sur la puissance privée? Ça veut dire que nous, journalistes, on travaille dans des journaux, on travaille dans des radios, on essaie de faire notre travail au maximum bien. Par exemple, je suis un journaliste de télé, je travaille dans iTélé. iTélé a été racheté par M. Bolloré. M. Bolloré a décidé qu'il allait décider du mode d'organisation dans cette télé, de mettre un présentateur qui était accusé par ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une grève qui a duré des mois, et qu'à la suite de cette grève, les journalistes sont partis, ils ont été virés, et ils ont décidé de créer un autre média. Bon. Donc, vous voyez que ce problème, on l'a en France. Ce n'est pas un problème qui se pose. Et là, on est en train de parler d'une autre forme d'indépendance, c'est par rapport aux puissances économiques qui contrôlent ces médias. Bon. Alors, peut-être, je ne sais pas, sur cette... Oui. Justement pour les médias français, moi je sais qu'ils ont pu souffrir, nos collègues là-bas, depuis 20 ans, quand les grands organes de presse ont été rachetés par des industriels. En l'occurrence, je cite bien Le Figaro, par exemple, par M. Dassault, qui est un industriel en armement et avions, etc. Mais je crois que vous avez quelque chose comme clause de conscience, là où le journaliste, quand il est viré, quand la ligne éditoriale n'est plus compatible avec sa pensée, alors il a des droits. Pour en parler tout à l'heure sur la Tunisie. Oui, alors deux petites secondes sur ces clauses et sur ces protections. Il y a en fait deux clauses, c'est pas la clause de conscience, c'est la clause de cession là, qui a été utilisée par les journalistes d'ITélé. Mais effectivement, il y a la clause de conscience et la clause de cession. La clause de conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on me demande de faire un reportage, admettons, sur un parti extrémiste, en disant mais tu vas faire tel angle de sujet, tu vas prendre tel angle, et peu importe ce qui va être dit à la tribune, peu importe les spectateurs, mais moi je veux que tu dises ça à la suite de ce reportage, je peux faire jouer la clause de conscience. Je prends cet exemple extrême en disant non, personne ne peut m'imposer de faire ça, donc je n'y vais pas, je ne ferai pas ce papier-là, sous cet angle-là, clause de conscience, et je ne peux pas, théoriquement, parce que la réalité est plus compliquée, faire l'objet de sanctions. Je ne suis pas sûr que j'aurai une promotion 2 ans après ou 3 ans après, mais je ne peux pas faire l'objet, en tout cas, de sanctions. Et la deuxième protection et garantie, c'est la clause de cession. La clause de cession, c'est quand l'actionnaire majoritaire change, et on a considéré, en tout cas la loi, pour protéger les journalistes, le législateur a considéré qu'effectivement la ligne éditoriale pouvait changer lors d'une cession et d'une prise majoritaire du capital par un autre actionnaire. À ce moment-là, le journaliste a le droit de faire jouer la clause de cession. Cette clause consiste en une indemnité assez importante, c'est-à-dire 1 mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 20 ans. Et de 20 à 30 ans, il y a une discussion, grosso modo, on coupe la poire en deux, et surtout, il part dans les conditions d'un licenciement. Voilà, pour revenir un peu, juste une petite seconde, pour revenir un peu aux médias tunisiens, le cas se pose aujourd'hui pour le Sabah, le Temps, Sabah News et ça appartenait à Sahar Matri, ça va être vendu, et là, les journalistes se posent des questions, beaucoup de questions. Est-ce que jusqu'à présent, il y a un seul prétendant, une seule personne qui va acheter ça. Ils ont peur d'un changement de ligne éditoriale. Donc, ça va causer un problème, et ils sont en train de se réunir pour essayer de cerner un peu leur ligne éditoriale pour que ça soit clair, et qu'ils vont mettre ça dans le cahier des charges pour que ça soit clair pour l'acheteur.
Oui, si vous me permettez, à ce stade du débat, moi j'aimerais vous proposer un constat et vous suggérer une réflexion. Le constat, il est le suivant. Une entreprise de presse, c'est une entreprise qui, comme les autres entreprises, doit finir une année d'activité avec un bilan positif. Une entreprise de presse ne peut pas, comme une entreprise de télécommunications, de travaux publics ou de supermarché, finir l'année avec un déficit. Donc, par conséquent, il lui faut équilibrer ses comptes. La meilleure manière d'équilibrer ses comptes, eh bien, c'est de vendre l'information que les journalistes produisent. Parce que vous ignorez pas que pour faire de l'information et de la bonne information, eh bien, il faut avoir des journalistes compétents et donc il faut pouvoir les rémunérer correctement. Voilà. Donc, pour pouvoir utiliser cette information, en quelque sorte la consommer, eh bien, il faut bien l'acquérir, il faut bien l'acheter. Et donc, le problème qui se pose à nous aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, qui ne se posait pas il y a une cinquantaine d'années, car il y a 50 ans, on n'imaginait pas consommer de l'information, puisque c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, sans l'avoir préalablement achetée. Et c'est cet achat d'informations qui faisait que les entreprises d'hier, les entreprises de presse d'hier, qu'elles soient de presse écrite, qu'elles soient presse radiophonique ou presse télévisuelle, même s'il y a 50 ans, il n'y en avait pas beaucoup, eh bien, ces entreprises de presse vivaient du revenu de leur production. Fait fondamental. Et c'est comme ça qu'elles étaient indépendantes. Et c'est petit à petit, toutes ces dernières décennies, que ces mêmes entreprises de presse, ne gagnant beaucoup moins d'argent parce que le public n'achetant plus, ou en tous les cas beaucoup moins l'information, sont devenus finalement des proies pour des financiers, même si depuis très très longtemps, par exemple le Figaro n'a jamais été un journal autrement propriété de grands groupes lainiers, dans le nord de la France par exemple, M. Prouveau qui avait fait le Grand Figaro des années d'après-guerre, puis maintenant M. Dassault, c'est une expérience qui n'est pas nouvelle en la matière. Mais d'une façon générale, les groupes de presse étaient indépendants parce que leurs actionnaires gagnaient de l'argent, parce que les lecteurs achetaient l'information. Vous parliez d'Internet tout à l'heure. Aujourd'hui, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, à quel moment vous êtes prêts à sortir votre carte bancaire ou quelques systèmes de paiement que ce soit pour aller sur Internet et recueillir de l'information? Ça vous est totalement insupportable de dire « je paye pour recevoir de l'information ». Eh bien, c'est parce que vous refusez, comme beaucoup d'entre nous, de vouloir payer l'information. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut bien qu'à un certain moment, une entreprise puisse faire vivre, et donc, évidemment, on rend fragile l'indépendance des médias en acceptant de ne pas payer l'information et en laissant la porte des capitaux propriétaires des entreprises de presse à des groupes de puissance économique qui, éminemment, ont un objectif derrière, c'est influer l'opinion de la population pour les buts économiques qu'ils recherchent. Donc, la suggestion que je vous propose, la réflexion à laquelle je vous propose de réfléchir, c'est la suivante. Vous voulez une presse indépendante, qu'elle soit papier, audio, numérique, télévisuelle, eh bien, mesdames et messieurs, payez cette presse d'information, payez les contenus, et vous aurez sûrement beaucoup plus de chances de changer d'avis, cher monsieur, en considérant que les journalistes ne sont pas tous des pourris, et qu'on ne peut pas les acheter n'importe comment, parce qu'eux gagneront leur vie correctement en étant indépendants des pouvoirs extérieurs. Et vous ne pourrez pas, pour reprendre l'expression de monsieur, transformer monsieur Tapi en moraliste, alors que lui-même n'a absolument aucune morale. Merci. Ok, merci. Alors, juste une chose, il est presque 17h, on avait dit 17h. Je vous propose une chose, c'est de refaire un tour de questions. J'ai pas entendu les étudiants de l'EPSI, par exemple. Bon. Donc, s'il y a encore, on peut prendre encore 3, 4, 5 questions, par exemple, on verra, et après, on va conclure. Voilà, ou 3 questions. Oui, mais on avait dit 17h, donc il est moins 10. Voilà. Alors, vas-y.
C'est Lobna Garbi, étudiante de l'IPSI et ambassadrice du projet Médias et Démocratie. L'objectif d'un terroriste n'est pas de tuer un nombre maximal des gens, mais c'est de faire peur à un nombre maximal. Et c'est à l'outil des médias normalement. Donc ici, le journaliste est chargé d'une mission très délicate. En tant qu'étudiante en journalisme, comment je peux développer mon savoir-faire lorsqu'il s'agit de travailler sur un acte terroriste? Je comprends. Donc c'est en gros comment les médias travaillent sur la question terroriste. Mais je n'ai pas entendu au début. Tu as dit quoi sur le terrorisme? C'est un terroriste ne cherche pas à tuer un nombre maximal, mais il cherche à faire peur à un nombre maximal de gens à travers les médias. Oui, mais c'est quelle question tu te poses? Comment je peux, en tant que... Comment je peux relayer ça sans faire la publicité des terroristes? C'est ça que tu veux dire? Donc, en tant qu'étudiante, comment je peux développer mon savoir-faire lorsqu'il s'agit de travailler sur un acte terroriste? Sur un acte terroriste? Oui. Ok, d'accord, ça c'est une question. Est-ce qu'il y en a derrière là? Bonjour, donc je suis Khalil Jlassi, étudiant à l'IPSI, et je prends part à ce projet Médias et Démocratie, heureusement bien sûr. Donc tout d'abord, je voudrais remercier et féliciter les élèves de Hayr Khadra pour leur questionnement, parce que franchement, à mon âge, je ne posais pas ce genre de questions. Et puis je voudrais poser une question à nos invités français. On dit que pour créer le consentement des journalistes, il faut les inonder d'informations, de conférences de presse, de points de presse, de communiqués, pour tuer le journalisme qui va vers l'information. Donc, est-ce que trop d'informations tue le journalisme ou pas? Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question à côté? Oui, et puis après il y a un lycéen là, devant. Il y a donc au milieu, oui, vas-y. Je suis Maïm Seyed, je suis étudiante à l'IPSI également et je fais part aussi de ce projet Médias et Démocratie. Donc, je voudrais juste revenir à Madame Hamida Pour par rapport au comité de rédaction à la table. Donc, à mon avis, donc, on sait que M. Pan, il est médiateur au journal Sud-Ouest et il occupe un poste qui est très indispensable, à mon avis, pour qu'il y ait une information correcte et pour se critiquer, s'autocritiquer. Quant au comité de rédaction, je pense que ce sont les mêmes tâches, ce sont les mêmes missions qu'il devrait occuper, qu'il devrait faire. Donc, pourquoi ça n'a pas marché? À mon avis, ça devrait marcher et ça devrait contribuer à mieux formuler des informations. D'accord. Et une dernière devant, là. Je suis désolé parce que... Bon, non, enfin oui, bah allez-y, c'est droit. Derrière toi. Merci. Merci, Saad Belhmed, journaliste à la radio de Sfax, et je suis étudiante en titre deuxième cycle, deuxième année. Juste, je voudrais dire que les Tunisiens aussi payent pour la radio et la télévision publique. C'est payé d'avance, juste pour avoir une information, d'avoir leur droit à l'information juste. Oui, comme contribuable, tu veux dire. Oui, d'accord. Oui, et juste, je voudrais savoir si, par exemple, l'AICA est capable de changer ce qui se passe, surtout en médias. D'accord. Ok, merci. Alors, il reste 2 questions devant, là, 2 lycéens, puis après, on va arrêter parce que... Merci. Alors, il y a ce jeune homme. J'ai une question, Madame Fatma, mais en arabe. En arabe, vas-y. علي ديما لي ميديا يعطيك صوره خايبه لتونس ينجموا يدوروا لك في برشا حاجات معناها كما السياحه وكل في العوام الاخرانيه تضرك من لي ميديا حتى كي يجي انفورماسيون معناها تجينا من البحر ديما نعطيو نمثلوا تونس بحاجه خايبه نوريو العنف اللي صار في تونس عليه ما نخليوش اكستيرن. Pourquoi les médias tunisiens ils donnent une mauvaise image sur la Tunisie? Nous avons des réussites au niveau le tourisme, etc. Donc pourquoi on procède par
ce tableau noir entre guillemets. Ok, et la dernière question est là au milieu, je crois. C'est le jeune homme qui est... Voilà, merci. Bonsoir, en fait j'ai deux questions. La première est comment on peut éduquer les jeunes dans les médias pour les sensibiliser sur la démocratie et la participation politique. Attends, excuse-moi, je suis pas... Parle plus doucement. Comment La première est comment on peut éduquer les jeunes dans les médias pour les sensibiliser sur la démocratie et la participation politique. Et la deuxième, est-ce que des médias monopolisés par des hommes d'affaires et des partis politiques peuvent entraver la démocratie en orientant l'opinion publique? D'accord, merci beaucoup. Alors, on a une série de... Moi, je vais répondre à trois questions, s'il vous plaît. Oui, alors. La première question, celle de trop d'informations tue l'information. Alors là, c'est pas vrai du tout. Nous, on préfère être submergés. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de travail. Quand une rédaction est bien organisée, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation de l'information. D'abord, on a un espace réduit, si c'est pour un journal papier, numérique ou télé ou radio, il y a des espaces. On ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas tout mettre dans un journal ou bien dans un journal télé. Tout ce que tu veux. Donc, on hiérarchise l'information. Tout le reste, quand c'est compartimenté, la rédaction est compartimentée en service, alors là, on dispatche tout ce qui est communiqué, tout ce qui nous vient de l'extérieur. Donc, on le dispatche en fonction des services pour tout ce qui est économie, culture, sport. Et puis, au niveau de l'actualité, c'est la même chose. Il y a des réunions, c'est pour ça qu'on parle. Et je ne cesse de rappeler à nos collègues, quand il y a des réunions comme ça, pour leur dire que le meilleur moyen, c'est de s'organiser, de faire des réunions de service, de faire des réunions de la rédaction, qu'il y ait des conférences de rédaction, pour organiser le travail, pour que ça ne soit pas au pif. On ne travaille pas au pif. Il faut que ça soit bien préparé. Pour ce qui est de la question des médias qui tuent les secteurs comme le tourisme, non mais c'est pas vrai, je rêve. Si on ne parle pas de problèmes de nos secteurs, il y a d'autres. Aujourd'hui, le monde est un village. C'est fini les cloisonnements. Il y a d'autres médias qui sont là, il y a plein de correspondants, il y a plein de Tunisiens qui travaillent pour les journaux à l'extérieur, donc l'information, on ne peut plus se l'approprier. Mais c'est une raison de plus. Donc, le journaliste tunisien, il sait beaucoup plus comment manipuler, comment traiter cette information pour la présenter. C'est vrai, quand il y a un attentat, il faut dire, il faut nommer les chats, un chat, tout simplement. C'est pas un chien, c'est pas... Donc, quand il y a un attentat, c'est un attentat, on ne peut pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on n'amplifie pas, on essaye d'en parler. Pour le problème, alors là, le grand problème du terrorisme. J'ai travaillé sur cette question pendant 6 mois. On a fait, au niveau de l'Observatoire de la déontologie du syndicat de journalistes tunisiens, on a observé la pratique journalistique en ce qui concerne la question du terrorisme, qui est une question assez délicate. C'est nouveau pour nous. Même nos confrères, nos amis de France se sont gourés à un certain moment et ils se sont repris après. Il y a une grande différence entre le dérive de la Méditerranée au niveau même des concepts, parce qu'on a analysé les choses, on a passé des heures et des heures entre académiciens, entre journalistes, entre rédacteurs en chef, rien que pour définir qu'est-ce qu'un terroriste. Donc, on ne peut pas faire une distinction entre... C'est un peu, ça me rappelle un peu les jeunes qui sont arrêtés en Syrie, quand il y a la commission de députés qui sont allés là-bas, et on leur a dit, nous, on est venus pour faire de l'humanitaire. On ne fait pas de l'humanitaire tout seul. Si on fait de l'humanitaire, c'est dans le cadre d'institutions qui est la Croix-Rouge ou autre. Donc, la question terrorisme, c'est clair. Un terroriste, qu'il soit lui-même, qu'il porte lui-même une ceinture pour s'exposer, qu'il porte une Kalachnikov, ou bien qu'il écrive, ou bien qu'il manipule sa souris, c'est toujours un terroriste parce qu'il contribue, il est dans une démarche, il contribue à changer les systèmes par la force. Donc, je vous réfère à un point très précis. Vous pouvez trouver tout pour vous aider à mieux comprendre, à vous référer au site du syndicat où il y a toutes les définitions, il y a tous les séminaires, les actes des séminaires qu'on a fait pour mieux comprendre ce problème qui est, encore une fois, très compliqué et qui suscite un débat assez alors là, houleux. Il y a des moments où c'était assez dur.
Merci Manoubi. Fatma, tu voulais... Oui, justement, pour justement répondre au jeune lycéen Mohamed, parce que votre lycée, c'était mon école primaire. 36, rue 36, oui, justement. Et je suis très fière de vous. Donc, les journalistes, pourquoi ils parlent de problèmes et non pas? Nous, en journalisme, nous avons quelque chose comme cela. Un train qui arrive à l'heure n'est pas une information. Un chien qui a mordu un homme, ce n'est pas une information. L'information, c'est que quand l'homme morde le chien. Donc, vous comprenez. Ça n'arrive pas souvent quand même. Vous comprenez un peu. Heureusement qu'on n'a pas que ça comme information. Donc, pour motiver les jeunes, c'est pas les moyens, les médias qui motivent les jeunes pour qu'ils s'impliquent dans la vie associative ou politique, etc. C'est les partis politiques, les associations, et les journalistes ne sont là que pour rapporter et pour vérifier et pour aussi transmettre l'information à partir de questions et pas n'importe quelle question, des questions qui peuvent submerger ou venir à la tête d'un jeune comme vous, etc. Donc, il y a une petite différence. C'est pas, les médias ne sont pas responsables pour motiver les jeunes, ni le public, ni les élections, etc. Les médias, les journalistes sont des journalistes et c'est un métier là où vous trouvez les journalistes pour la hiérarchie de l'information aussi et pour les conférences de rédaction et pour ce qu'on appelle l'angle de visée. Donc, vous êtes 20 journalistes, vous partez vers Tataouine ou Matmata maintenant. Chaque journaliste a son angle de visée, ligne éditoriale de son journal, de son média. Merci. Voilà. Alors, juste Amida, sur des aspects de questions, puis après on va... Deux questions. Le comité de rédaction, pourquoi ça n'a pas réussi? Parce que tout simplement, on a essayé de transposer une expérience dans un contexte qui n'est pas bien préparé. Avant de créer ce comité de rédaction, il fallait déjà jeter les bases qui peuvent pérenniser cette expérience. Est-ce que le public interne, les journalistes de l'agence, et ce n'est pas uniquement l'agence, il y a eu une expérience dans plusieurs autres médias avec le même résultat. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de solution qui est exogène, qui ne part pas d'un besoin réel à l'interne. Ça n'a pas été bien mûri à l'interne. Il faut faire beaucoup de travail pour que ça mûrisse et pour éviter un nouvel échec. Par rapport aux médias, oui, les médias ont un rôle. C'est vrai que, bon, de par le rôle d'explication, d'éducation, de diffusion de la culture démocratique, mais également les écoles doivent encourager les élèves à travers différents canaux. Par exemple, des matières comme l'éducation aux médias. Par exemple, des initiatives comme les clubs de presse. Il y a dans certains lycées, certaines écoles, des clubs de presse, et moi je vous invite à créer un club de presse, et l'IPSI est disposé à vous aider de quelque forme que ce soit, n'est-ce pas, pour qu'il y ait justement ce débat avec des journalistes, des étudiants de journalisme et des enseignants de journalisme. Voilà, merci. Merci Amida. Alors, justement là-dessus, je vous avais dit quand je suis venu hier que j'ai été, c'est un hasard, mais c'est comme ça, j'ai été pendant 5 ans rédacteur en chef des Clés de l'actualité, qui était pendant longtemps en France le journal destiné aux lycéens. Donc on faisait un journal de politique, d'économie, à Toulouse, destiné aux lycéens, et on avait, je dirais, chaque journaliste de l'équipe allait rencontrer au moins 2 fois par mois une classe de lycée. Et parfois l'initiative venait de nous, en tant que journalistes, puisque c'était notre vocation de journal, mais il venait parfois des professeurs ou des élèves qui nous appelaient en disant « Vous ne voudriez pas envoyer un journaliste, on voudrait parler du métier, etc. » Donc, sur cette question qui, pour moi, je trouve est très bonne, c'est-à-dire comment on peut, en tant que jeune, se former, finalement, à cet apprentissage de décryptage des médias, savoir faire la part du vrai, du faux, nous aider sur Internet, etc. Alors, il y a une initiative comme Médias et Démocratie,
puisque c'est grâce à cette initiative que vous êtes ici. Après, il y a effectivement toutes les partenariats possibles qu'on peut faire, et notamment avec les liens avec vos programmes. Je ne sais pas si Tahar Sassi est là, je ne l'ai pas vu, mais il n'est pas là. Bon, c'est le professeur de terminale qui travaille avec Moez. Il m'a expliqué hier, dans votre lycée, qu'en 4e année, vous avez un programme, et vous travaillez sur le programme, sur la distinction entre communication, information, publicité. Et ben voilà. Alors vous avez Fatma Karaï, vous avez Manoubi Marouki, et ben vous les faites venir, et vous prenez un journaliste pour venir vous apporter sa contribution sur ce thème. Et puis peut-être que ce journal, il peut aussi proposer, j'en ai parlé d'ailleurs à la Fondation IFM Radio, à son président qui nous aide, ce qui me permet d'enchaîner sur le remerciement à nos partenaires, et il est prêt à faire venir par groupe les lycéens d'El Khadra qui se sont associés pour vous faire visiter la radio. Et en allant voir une radio, vous allez voir des journalistes et vous allez leur dire mais comment ça marche et comment vous vérifiez. Voilà, il faut que ça soit concret. Il ne faut pas que ça soit une construction cérébrale. On peut se servir du cerveau sur ces questions, mais il faut aussi voir les choses, il faut les sentir. Et je pense que les journalistes, les écoles sont prêtes à créer ces liens avec vous, et n'hésitez pas à les solliciter. J'espère qu'à partir de Médias et Démocratie, ça sera peut-être facilité. Alors, pour conclure, je voudrais quand même qu'on remercie l'ensemble des partenaires. Alors, Mohamed Ferchichi va peut-être venir les remercier. Vous les avez là. Alors, le premier de ces partenaires, évidemment, c'est l'hôte de cette réunion, donc c'est l'IFT, hein, sans lequel on n'aurait pas pu faire ni cette 2e édition, ni la première d'ailleurs. Donc je tiens vraiment à remercier l'ambassade de France et l'IFT pour son soutien depuis 2 ans sur cette opération. Pour le reste des partenaires, donc je passe la parole à Mohamed Ferchichi, qui est, je vous le rappelle, le président de l'AFRAT. Merci beaucoup. Donc j'espère que c'était très enrichissant pour vous et que ça a répondu aux questions. Donc je voudrais aussi vous dire que... Je voudrais vous dire aussi que pour faire un projet comme ça, il faut de l'argent. Et donc l'argent, il y a des financeurs. Et ces financeurs, donc je peux vous assurer qu'on n'était pas corrompus, ils nous ont donné de l'argent sans rien nous demander. Donc, les financeurs de ces projets-là, vous allez voir, il y a à peu près 17 partenaires. Soit c'est donc des moyens, soit c'est de matériel, soit c'est de l'argent. Et donc, je voudrais remercier ici l'ambassade de France, l'IFT. Je voudrais remercier la nouvelle région Aquitaine qui nous a beaucoup aidés. Je voudrais aussi remercier les adhérents de l'association AFRAT qui ont travaillé, je peux vous assurer, ce projet-là nous a demandé à peu près 1 an de travail pour arriver à la mise en œuvre de ce projet. Et donc, je voudrais aussi remercier l'IPSI, donc tous ces partenaires, vous voyez, je ne vais pas les citer. Je voudrais remercier ceux qui sont absents. Donc, il y a le consulat de Tunisie à Toulouse. Il y a Mme Najia Ben Abdelhamid, qui est la députée des Tunisiens du sud de la France, qui nous a aidé beaucoup. Et je voudrais remercier aussi la mairie de l'Escar, donc là où est logée l'association AFRAT. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, merci. Et moi, j'ajoute juste une petite chose. Les 2 professeurs, et notamment Moez, je le remercie. Merci à tous, et puis j'espère à l'année prochaine. Et à demain pour ça. Ah, et à demain pour les étudiants, puisqu'on enchaîne sur la formation.